Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overtime, 20e de la saison et tout dernier de la saison régulière, puisqu'il ne reste qu'une semaine à cette fameuse saison régulière de National League et il y a encore beaucoup de luttes au classement. On va en parler pendant toute la prochaine heure avec Jérôme Beuchat. Salut Jérôme. Salut Jonathan. Le porte-bonheur du HCBN ce week-end. On va le dire comme ça. Tu as commenté les deux matchs. Oui, ils ont victoires. 27% d'efficacité sur leur tir. Ouais, c'est assez dingue. On va en revenir, mais c'est assez dingue. Ouais. C'est assez dingue. C'est pour ça que tu es le porte-bonheur du HCBN le Je week-end prends. dernier. Je prends. Voilà. Salutations également dans le chat. Vous êtes déjà nombreux à nous saluer. Kevin, Loïc, il y a Ludovic. Et Julien également et Samuel dans le chat. Donc, salutations à tous. D'ailleurs, Ludovic qui nous demande si on est prêt pour le sprint final. Oui, on est prêt pour le sprint final. Ah non, on est prêt, oui. Les équipes aussi, j'espère. J'espère pour eux. Ils ne peuvent pas être prêts à la prochaine semaine. Et on va évidemment parler donc des différentes luttes. C'est la question de Ludovic dans le chat. Et je vous rappelle que cette émission, si vous ne pouvez pas passer l'heure avec nous en direct, elle sera en rediffusion sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud au cours de la journée. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne rien manquer de nos différentes émissions. Voilà, tout est dit pour cette introduction. On va aller directement dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, Jérôme, la question, nous, qu'on s'est posée en réunion ce matin, c'était s'il y a bris d'égalité au classement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on va expliquer en entrée de jeu. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a bris d'égalité? Parce qu'au classement, il y a déjà des égalités au classement. Si ça perdure, qu'est-ce qui va se passer? On a d'ailleurs préparé un petit tableau, mais pour ceux en audio, tu vas quand même nous l'expliquer. Oui, alors aujourd'hui, on a par exemple 4 équipes à 68 points. Alors, le premier critère, c'est la confrontation directe, c'est-à-dire le nombre de points obtenus par les équipes lors des confrontations directes. Donc, s'il y a 3 équipes à égalité, on fait comme un petit mini-championnat entre les 3 équipes, et puis on fait un classement avec le nombre de points. S'il y a des équipes qui sont encore à égalité au nombre de points, c'est la différence de but sur tous les matchs de la saison, donc sur les 52 matchs. Ça, c'est le deuxième critère. Si c'est encore à égalité, c'est le nombre de buts marqués sur tous les matchs, encore une fois, les 52. S'il y a encore à égalité, ça serait vraiment un sacré hasard, parce que normalement, quand on arrive au point 3, on est bon. Le point 4, ça serait la différence de but des confrontations directes. Ensuite, le nombre de buts marqués aux confrontations directes. Puis ensuite, le nombre de buts marqués à l'extérieur de tout le championnat. Le 7e critère, c'est le nombre de buts marqués à l'extérieur sur les confrontations directes. Et le 8e point, Joe, ça t'a fait rire. Si les 7 premiers critères ne donnent rien, bien le 8e, c'est la National League se donne le droit de la marche à suivre. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un tirage au sort. Si on est rendu jusqu'à la Amstramgram, ça serait rigolo, Amstramgram, non? Amstramgram, ouais, tu vas en play-off, c'est bon. Puis toi en play-out. Non, mais honnêtement, si on se rend au 8e point, ça serait dingue. Ce serait dingue. C'est impossible. On regardait d'ailleurs, on a fait l'exercice un peu de regarder les différentes égalités qu'il y avait en ce moment au classement. Et déjà, les équipes se départageraient assez facilement. On n'a pas besoin même pas de se rendre au 3e point là, pour départager toutes les équipes. Je pense même au premier point, les confrontations directes, on est capable déjà de départager. Par contre, si on a compté juste, on peut avoir 5 équipes à 68 points samedi soir. ça serait quand même assez dingue. Mais, ça va donner du boulot à la Ligue. mais dès le deuxième critère, il y aurait déjà plus d'égalité. Non, mais moi, ce que j'aime de ce système des confrontations directes, et au nombre de points, pas nécessairement qu'au nombre de victoires-défaites, mais au nombre de points, c'est qu'on donne plus d'importance aux victoires en temps réglementaire. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. En NHL, le règlement, s'il y a bris d'égalité entre deux équipes, c'est le nombre de victoires en temps réglementaire pendant la saison. Qui fait foi de tout. Ensuite, évidemment, il y a d'autres règlements comme en National League si les deux équipes sont au même nombre de victoires en temps réglementaire. Mais c'est justement d'aller donner cette importance à la victoire en temps réglementaire pour pas que les équipes fassent le 22 décembre, par exemple, on est allé chercher un point en prolongation. OK, c'est bon. On sécurise le point en fin de 3e période. C'est lui qu'on va aller chercher. Ben non. Confrontation directe, il faut aller chercher la victoire en temps réglementaire. Et moi, ça, je trouve ça quand même intéressant. Ça amène peut-être un peu plus de compétitivité là où certaines équipes parfois pourraient dire écoute, on va sécuriser au moins un point, puis on verra pour la suite. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est le nombre de points et pas le nombre de victoires. Parce qu'une équipe sur 4 matchs pourrait battre une autre équipe 3 fois en prolongation. Donc ça ferait 6 points pour la première équipe, 3 points pour la deuxième. Et puis celle qui a perdu les 3 fois en prolongation pourrait gagner en 60 minutes. Donc il y aurait 6-6 au nombre de points, mais 3 victoires à 1 pour l'autre.
Donc c'est vraiment le nombre de points obtenus dans les confrontations directes et pas le nombre de victoires en confrontation directe. Ça fait quand même une petite nuance. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, parce qu'on a également reçu une question sur Facebook un peu plus tôt. Et voilà, donc pour l'explication du règlement, on n'est pas rentré dans les petits détails parce que on est allé vraiment dans l'essentiel pour que vous compreniez le mieux possible parce qu'il y a des petits détails un peu partout. Mais donc, si égalité persiste à la fin de la semaine, ben, ce sera donc... Gardez en tête que c'est les confrontations directes qui vont faire x2 et le nombre de points dans ces confrontations directes. À noter que sur le classement qu'on... Ouais, on va le montrer. On va le montrer, le classement, voilà. Le classement, Lausanne est 8e parce qu'ils ont 68 points en 49 matchs et les autres ont 68 points en 50 matchs. Donc c'est pour ça que Lausanne est la première équipe des 68 points. Pour Lausanne, il n'y a pas toute cette mécanique de la confrontation directe qui a été prise en compte pour le classement, parce que dans le règlement, il est mis que si une équipe a moins de matchs joués qu'une autre, c'est le nombre de points par match qui serait joué, et c'est pour ça que Lausanne se retrouve 8e, mais sacrée remontée du LHC, on en parlera après. Hein. Mais du coup, si je comprends bien, Cloton, Berne et Lugano, qui sont les 3 à 68 points, on a déjà fait le calcul des confrontations directes pour les placer dans les bonnes positions. Donc, il n'y a que Lausanne en ce moment qu'il faut mettre un petit astérix à côté. Mais si on intègre Lausanne à Cloton, Berne, Lugano, à ce moment-là, c'est plus un championnat à 3, c'est un championnat à 4. Donc peut-être qu'à 4, Lugano pourrait passer devant Berne ou Berne devant Cloton ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment très spécial et il y aura des calculs jusqu'à la fin des matchs samedi. Bon, Jérôme, on va en profiter parce qu'on a le classement devant nous pour parler justement des différentes luttes à suivre cette semaine. On pensait, avant le début de la semaine dernière, que c'était joué pour Genève au premier rang. Mais le week-end de Bienne a fait qu'on va même avoir une lutte jusqu'à la fin de la saison entre les deux premières positions. Genève et Bienne, qui ont le même nombre de matchs de jouer, 50, et jouent 2 fois jeudi et samedi pour chaque équipe, et ils n'ont que 2 points de différence. Donc, tout est encore à prendre pour la première place du classement. Bah ouais, Genève qui a fait un seul point ce week-end. Défaite au tir au but à Lugano et défaite au Vernet contre Zurich. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, hein, mais ils ont égaré des points les joueurs des Vernet. Et puis Bienne qui a fait son week-end parfait. 6 points, un blanchissage contre Fribourg, victoire 3-0, une victoire à Zoug, 6-3, les 2 fois avec pas beaucoup de tirs cadrés du côté biennois, tu l'as dit en introduction, mais une efficacité alors assez incroyable. Il y avait 3-0 contre Fribourg sur le 6e tir cadré. Alors, on va nuancer parce qu'il y a eu des occasions biennoises qui sont passées à côté et ça compte pas comme tir cadré. Il y a eu un 7e blanchissage pour Sateri. C'est incroyable. À l'interview à Zoug, Étienne Froidevaux qui me disait Jochen Van Pottelberg a aussi fait un match incroyable, même s'il sort avec 87,5% d'arrêt, c'est pas énorme, mais il a fait des arrêts clés. Vraiment à des moments spécifiques du match, il a fait des arrêts clés. Puis cette efficacité offensive de Bienne, il y a d'ailleurs 3 assists pour Noah Delémont, dont un tir de la bleue de Noah Delémont qui doit passer, je pense, 1m50, 2 mètres à côté du but. Et puis Riley Sheehan qui tend la canne et ça dévie dedans. Alors il fait exprès de tendre la canne vers le puck, mais après pour que ça dévie dans le but. Riley Sheehan qui au passage a marqué ses premiers buts avec Bienne. Ça pour la confiance, c'est aussi bon pour lui. Comment l'as-tu trouvé, ton évaluation de Riley Sheehan? Parce que moi, j'ai eu la chance de le commenter il y a quelques semaines de cela. Puis moi, je disais que c'était une signature très intéressante. J'aurais aimé le voir un peu plus souvent. Il a souvent été l'étranger en trop. Alors, bien évidemment, parce que les autres sont là depuis longtemps. Mais moi, j'avais beaucoup apprécié son match que j'avais eu la chance de commenter. À ce moment-là, si je ne me trompe pas, il jouait avec Kunzle et Brunner. C'est ce qu'il a fait samedi à Zoug. Exactement. Donc, il amenait... de la responsabilité à ce trio-là, tout en étant capable de suivre offensivement. Moi, c'est ce que j'avais lu un peu de Riley Sheehan. Comment tu l'as trouvé? Bah écoute, vendredi, il n'a pas joué, puisque c'était Sateri au but, donc il était l'étranger surnuméraire. Samedi, il a joué au centre de Kunzle-Brunner, et honnêtement, sur le premier tiers en tout cas, c'est la seule ligne qui a vraiment été dangereuse. Chaque fois qu'ils étaient sur glace, le jeu était dans le camp de Zoug. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Aux engagements, il est à plus de 55% d'engagements gagnés. Et puis... Sur les derniers matchs que j'ai commentés de Bienne, une fois c'était Tanner qui était au centre de Kunzle-Brunner vu que Kunti est commotionné. Une fois c'était Schlepfer.
Et les deux jeunes, là, ils avaient du mal à suivre Künzle et Brunner parce que je pense qu'ils font un feeling. Ils ont un jeu un peu spécial, Künzle et Brunner, il faut être honnête. Alors avec Kunti, ça match super bien parce que les trois se connaissent depuis longtemps. Et j'ai trouvé que Riley Sheehan, c'était vraiment un très bon complément de Künzle et Brunner. Et je me demande si là, on n'a pas vraiment trouvé une bonne ligne du côté biennois, honnêtement. Et il faut dire qu'il a beaucoup d'expérience en playoff aussi. C'est un joueur qui peut avoir, même si on le met, si Kunti est en santé, qu'on décide de le mettre sur un 4e bloc parce que Joran van Pottelberg est devant la cage et Seteri n'est pas dans l'alignement, tu l'as dit, les mises en jeu en piqué, il a une efficacité, il a une importance qui peut être, une profondeur qui peut être hyper importante pour le HCBN tout au long des playoffs parce que dès la première ronde, ça va être des affrontements qui vont être tellement intéressants et tellement serrés que ça va être les petits détails et les petits, la profondeur d'effectifs, le 4e bloc qui va avoir de l'importance aussi dans toutes ces confrontations-là. Ouais, puis surtout pour Bienne, maintenant, si Joran van Pottelberg est en forme, en tout cas samedi, il a fait un gros match, Bienne peut jouer avec 2 tactiques différentes. Ouais. Tu peux dire, bah, ok, on met Sateri au but, ou alors on met Joran van Pottelberg pour mettre Riley Sheehan, par exemple si on veut donner peut-être plus d'impact offensif, ou si on a envie de jouer un peu plus physique. Ou voilà, il y a beaucoup de cartes à jouer là du côté du HCBN, et j'ai l'impression que sur cette fin de saison régulière, on teste justement ça du côté de Bienne. J'ai l'impression que même si Antti Tormanen nous a dit à l'interview vendredi qu'il voulait assurer le top 2, et je pense que maintenant, avec 2 points de retard sur Genève, on a peut-être envie du côté biennois d'aller essayer de chercher cette première place. Mais j'ai vraiment l'impression sur les dernières semaines, maintenant que Van Pottelberg peut rejouer et s'est remis de sa blessure, qu'on teste vraiment. On dit ok, on fait un match pour Sateri à la maison, on va à Zouk, Sateri on le laisse à la maison, il se repose, c'est Joran qui joue au but, on fait entrer Riley Sheehan et puis on teste un autre système de jeu. Et je pense que ça donne plusieurs cartes en main pour Antti Tormanen, ça. L'avantage du top 2, c'est l'avantage de la patinoire jusqu'à la finale. Assurer l'avantage de la patinoire lors des 2 premières rondes. Et puis pour Bienne, c'est un gros avantage. C'est la meilleure équipe à la maison depuis le début de la saison. Ouais, ils sont assez impressionnants à la Tissot Arena. Et qui a beaucoup d'ambiance. Bon, tu nous as bien parlé de Bienne qui, disons-le, est sur une très très bonne séquence. C'est 3 victoires consécutives, 4 à leurs 5 derniers matchs. Ils sont en feu, ils finissent bien la saison. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le HC Bienne de rentrer en play-off en confiance. Surtout qu'on va avoir une semaine de congé. Ça, c'est assuré parce que leur place en play-off est déjà assurée. Pour Genève, ça a été plus compliqué. Moi, je les ai commentés samedi. Ils revenaient d'un long voyage à Lugano. Et il y a d'ailleurs le commentaire qui est de Didier qui disait le calendrier pour Genève n'aide pas. J'ai posé la question, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Daniel Winnick après le match. Il a dit on ne veut pas utiliser ça comme une défaite du revers de ce soir parce qu'on a bien tenu Zurich. Dans l'ensemble, c'est vrai, ça a été un match très serré, mais on sentait quand même Zurich beaucoup plus en jambes, beaucoup plus rythmé que Genève. Genève subissait un peu plus dans ce match-là. Les premiers mots que Daniel Winnick me dit, c'est « je ne sais pas qui fait ce calendrier ». Mais ça n'a pas de sens que lors de notre plus long voyage de la saison, parce que Genève-Lugano, c'est le plus long déplacement pour les Aigles. Et en plus, c'est un match qui se rend, non pas en prolongation, mais en shootout, une longue séance de shootout, rentre aux petites heures du matin et affronte une équipe qui était en congé la veille, qui était assis, les joueurs étaient assis devant leur téléviseur à regarder les matchs, probablement à regarder justement ce Genève-Lugano. Et ça a donné évidemment un avantage à Zurich, mais Genève, bon, c'est 5 défaites lors de leurs 7 derniers matchs, mais c'est une équipe qui est lourdement touchée par les blessures. Oui. Tu dois utiliser Daniel Winnick en défense et honnêtement, il a bien fait, même si parfois il a dû donner des cheveux gris à son entraîneur parce que ça reste un attaquant, ça reste un gars qui a énormément d'instinct offensif, donc parfois il quittait sa position à des moments où même moi ça me faisait un peu sursauter, mais ça a payé parce qu'une fois il s'est retrouvé en échappé et il a marqué d'ailleurs le 2-1 de Genève Servette en deuxième période. C'est un joueur évidemment qui a un long passé en NHL à jouer sur des trios où il y avait des responsabilités défensives, donc défensivement, ça allait, il ne l'a pas coûté à son équipe. Mais lorsque tu regardes le line-up, en défense, là, il y a Volmin, il y a Lecoultre, il y a Maurer. Quand tu regardes en attaque avec Rod qui est absent, Robert Mayer qui est blessé également,
la liste de blessés, elle est longue, elle est lourde. Et moi, l'inquiétude que j'ai eue après le match, même s'il est revenu en troisième période, c'est Gauthier Desclous. L'Amico est tombé sur sa jambe au moment où il chute. Et la jambe fait une espèce de drôle de mouvement. Et tout de suite, il se prend le genou droit. Il est revenu en troisième période. C'est sûr que quand le corps est chaud, parfois la blessure, tu ne la sens pas tout de suite. J'espère vraiment pour lui qu'il est à 100%. Parce que Maillère blessé, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Gauthier Desclous, s'il est ennuyé de quelconque façon avec le genou, là, ça commence à être inquiétant devant la cage pour Yann Cadieux et son équipe. Donc, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de blessures. Je pense que cette équipe-là doit avoir hâte que la saison se termine et qu'ils aient la pause d'une semaine avant le début des playoffs, justement pour soigner les petits bobos. Mais ça va être important de finir la semaine avec de la confiance, avec des victoires. Mais j'ai de la difficulté à pointer du doigt, à dire que Genève a mal joué samedi. Au contraire, ça a été un très, très, très bon match. Mais ils arrivent à court et attendent toujours leur 100e point. Qui n'arrive pas. Il va peut-être arriver. Jeudi, déplacement à Zoug. Zoug, ça va être compliqué. On va en parler, lutte pour la 6e place. Et puis samedi, une fin de saison contre le HC Ajoie. On en parlera aussi, HC Ajoie qui va plutôt bien ces derniers temps. Donc, est-ce que Genève va réussir à garder sa place de leader? Ils ont 2 points d'avance par rapport au HC Bienne qui, lui, reçoit Lausanne jeudi et s'en va à Lugano samedi. Donc, duel à distance entre les Aigles et les Ceylandais pour cette première place qui pourrait être très importante parce que ça décidera du moins bien classé en fait qui va se qualifier pour les playoffs par rapport au pré-playoff. Elle va être importante, mais en ce moment, je pense que... Tu serais sûr d'éviter Zoug en fait en quart de finale en étant premier. Mais je pense que Genève en ce moment a dans la tête de bien finir la saison, de soigner les bobos, que tout le monde soit... en santé, le plus possible. Mais tu crois pas que pour le moral, si Genève termine 2e, ils sont tellement premiers depuis longtemps que tu perds cette première place. Je te pose la question avec Fribourg la saison dernière. Fribourg, c'est exactement le même constat que Genève, avait connu des difficultés en fin de saison. Et Zoug était passé à la toute dernière journée en première position. Ça n'a pas empêché Fribourg de passer au travers de Lausanne en première ronde et d'arriver quand même en confiance et de retrouver. Et ça a été une série qui s'est jouée à rien contre Zurich en deuxième ronde. Fribourg aurait très bien pu se rendre en finale. Ça s'est joué à des petits détails. Donc, ça a fini 4-0, non? Ça a fini 4-0, 3 matchs en prolongation. Ouais, c'est ça. Donc, ça aurait très bien pu être 3-0 pour Fribourg après 3 matchs. Donc, je pense qu'en ce moment, on ne doit pas trop penser à la première place du côté de Genève parce que de toute façon, peu importe l'équipe que tu vas affronter en quart de finale... Il faut gagner si tu veux le titre. Exactement. Vrai, ouais. L'adversité, elle va arriver en play-off, peu importe la ronde. Ça va être l'adversité. Tout change en play-off. Peu importe l'équipe que tu vas affronter en quart de finale pour Bienne et Genève qui devraient terminer 1 et 2, peu importe l'ordre. Ça va être des équipes qui vont venir de gagner une série de pré-playoffs. Donc, qui vont déjà arriver boostés d'énergie, boostés de confiance contre une équipe qui est au repos depuis une semaine. Donc, ça va être de se remettre en jambe rapidement dans ce quart de finale contre une équipe qui, elle, sort vainqueur d'un pré-playoff. Donc, ça va être un piège de toute façon. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément un avantage d'être premier ou deuxième alors. C'est un avantage au niveau de l'avantage de la patinoire jusqu'en finale. Mais c'est vrai qu'après une semaine de pause, tu tombes contre 2 équipes qui étaient dans le rythme et tout. C'est vrai que... Bon, après, tu as peut-être la fatigue où tu vas dire, elles ont peut-être joué 2 ou 3 matchs de pré-playoff. Il y a eu de l'intensité, il y a peut-être eu des prolongations. Le premier et le deuxième a 1 semaine de congé. Tu as pu soigner les bobos, tu as pu peut-être visionner l'équipe et tout. Mais c'est vrai que tu auras ce rythme perdu. Et puis c'est vrai qu'on le voit après les pauses internationales, par exemple les pauses de l'équipe de Suisse. Le retour, c'est pas souvent des super gros matchs. Il y a des imprécisions dans les relances. Il y a tout à coup des coéquipiers qui se comprennent pas. Il y a des buts peut-être un peu gags. C'est vrai que c'est pas toujours génial. Ça va être de prendre la pause pour ces 2 équipes qui sont assurées de faire les playoffs, même pour les autres, parce qu'il y a en ce moment 5 équipes qui sont assurées de faire les playoffs. Genève, Bienne, Rapperswil, Zurich, Davos. Ça va être de s'entraîner à high pace, une haute intensité, une intensité presque comme dans les matchs, pour justement être capable de rentrer avec les mêmes jambes, la même énergie que l'autre équipe que tu vas affronter pour les équipes qui vont affronter les équipes de repêcher en pré-playoff. Il y a eu une petite question sur Bienne avant qu'on continue donc de
de discuter des luttes au classement. Il y a Tristan qui nous parle de Van Pottelberg en confiance depuis la victoire à Zug. Il formera un bon duo avec Seteri. Pour moi, c'est le plus fort duo de la, Ligue, de la National League cette saison. Là. Et je parle vraiment de duo. Là. Ouais, ce qui va se passer, c'est que quand Sateri sera sur la glace, c'est Van Pottelberg qui sera le numéro 2, ce qui est logique. Et quand Van Pottelberg joue numéro 1, ça sera Ritz le numéro 2. Comme ça libère la place d'étranger pour Riley Sheahan et Sateri sera en tribune. Ouais. C'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est vrai que du côté de Bienne, Sateri est très très fort sur toute la saison. Hein. Il a fait 7 blanchissages en 35 matchs. Ça fait un match sur 5, tu prends pas de but. En moyenne, c'est quand même assez impressionnant. Mais Van Pottelberg, avant sa blessure, il avait livré la marchandise. Et comme je l'ai dit avant, à Zug, il sort pas avec une fiche extraordinaire. Hein. 87.5, c'est pas génial. Mais il fait des arrêts clés. Il y a 0-0, il est sauvé 2 fois par ses poteaux. Bon, bah, ça, c'est pas un arrêt, mais il a de la chance. Il fait un arrêt clé. Juste derrière, c'est 2-0 pour Bienne. Zug revient à 2-2. On est honnêtement tout proche du 3-2 pour Zug. Il fait 1 ou 2 arrêts clés. Et derrière, c'est 4-2 pour Bienne. Donc, il a réussi à faire des arrêts vraiment très importants à des moments clés du match, en fait. Ça aurait pu tourner pour Zug. Il y a eu ses arrêts. Puis, hop, derrière, ça a tourné pour Bienne, et finalement c'est ça qu'on demande à un gardien, ouais. c'est d'aller sauver ce puck. S'il avait encaissé le 3-2, Joran Van Pottelberg, j'ai l'action en tête, c'est assez compliqué de la décrire, mais s'il avait encaissé sur cette occasion-là, personne n'aurait reproché à Van Pottelberg d'avoir encaissé. On aurait dit c'est un but qu'il a encaissé, c'est un but normal. Il a réussi l'arrêt, et derrière il y a 4-2 pour Bienne. Ouais. C'est ces petits trucs-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Joe, mais c'est exactement la définition même d'un arrêt clé. Il y a une très bonne question de Kevin, justement parce qu'on parle du monstre à 2 têtes devant la cage du HC Bienne. Il demande, est-ce qu'on peut vraiment utiliser un duo en play-off ou définir un numéro 1? Je suis convaincu qu'on va définir le numéro 1 avant le début de la série. Moi, j'ai l'impression que ce sera Seteri. Bien sûr. Pour la saison qu'il a fait, je pense que tu dois commencer avec lui. L'avantage d'avoir un bon duo de gardiens, c'est que si Seteri est à côté de son premier match ou à côté de son deuxième match, tu lui parles, tu mets Joran Van Pottelberg pour le match suivant. Et en plus, tu as un upgrade parce que devant la cage, tu as quand même un très, très solide premier gardien parce que Van Pottelberg devrait être un premier gardien dans cette ligue-là. Et en plus, tu ajoutes un étranger devant. Qui devrait être Riley Sheahan. Exactement. Ouais. Donc, ton équipe, elle est pas diminuée. Elle n'est pas diminuée. Même si Seteri, par exemple, connaît une mauvaise sortie, que tu utilises ton deuxième gardien, entre guillemets. Et ensuite, tant que Van Pottelberg gagne ses matchs, tu le gardes devant la cage. Celui qui te fait gagner devient ton numéro 1, mais je pense que tu dois définir déjà celui avec qui tu vas aller à la guerre. C'est vraiment je pense que premier match des quarts de finale, ça sera Sateri devant le but. Je pense que ça serait une surprise de voir Van Pottelberg là. À moins qu'il y ait un souci pour Sateri, on est d'accord. Ouais. Mais la décision s'explique bien. De toute façon, tu dois t'asseoir avec tes deux gardiens. Puis la décision s'explique super bien. Je pense qu'à ce niveau-là et à ce moment-là de la saison, oui, tous les joueurs veulent faire partie de la victoire, veulent participer, veulent jouer. Mais je pense que Van Pottelberg il a que 4 matchs. Il a que 4 matchs cette année. Je pense qu'il est conscient que en ce moment, le premier gardien, c'est Harry Seteri et c'est lui qui va commencer les playoffs. Et à lui d'être le plus près possible en cas de blessure ou en cas de mauvaise sortie de Seteri. Ouais, et Tristan nous dit, et Tanner a bien remplacé Offer. C'est vrai qu'Offer n'a pas joué samedi. Tanner a joué avec Olofsson et Haas. Et c'est vrai que j'ai trouvé Tanner meilleur à l'aile avec Olofsson et Haas qu'au centre de Künzle-Brunner. Alors je ne sais pas si c'est la place de centre ou d'ailier qui fait ça, ou si c'est le jeu de Olofsson-Haas qui ressemble plus au jeu de Tanner que Künzle-Brunner, ce qui est possible aussi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé Tanner vraiment très intéressant samedi. C'est sûr que centre, tu as plus de responsabilités. Et surtout avec des gars comme Künzle et Brunner, tu dois penser défensif également, alors que ailier, tu as moins de responsabilités. Tu as Gaëtan Haas déjà qui est tellement responsable que tu peux te concentrer peut-être plus à être justement créatif, compléter des jeux, créer des jeux, penser à l'attaque, et c'est peut-être là où on le voit plus, il est plus en évidence. Et buteur en plus, samedi. Exactement. Il a marqué. Ça explique peut-être, ceci explique peut-être cela.
Bon, je vais y aller avec le commentaire de Ludovic qui dit si Zug finit 7e. Je comprends que personne veut être 2e. Mais on va en parler justement de cette lutte. On va retourner voir le classement parce que Zug, hier, a perdu lors du Game of the Week un match contre Zurich au tir au but. Zug menait 2-1 en toute fin de match, concède le 2-2 et ensuite échappe la victoire au tir au but. C'est un moment tellement important. Tu ne peux pas échapper deux points comme ça. Et c'est vraiment 2 points de perdu pour Zug, qui, donc, avec le même nombre de matchs de joués que Fribourg, reste à 2 points des Fribourgeois et de la 6e place, donc d'un accès direct au play-off. Et le match le plus important, il est demain soir, puisque c'est une confrontation directe entre les deux équipes. Du côté de Zug, heureusement pour Fribourg, parce que c'est 6 défaites consécutives à la BCF Arena. À l'extérieur, ouais. Donc, heureusement pour Fribourg, c'est du côté de Zug, mais ça va être vraiment un match à surveiller demain entre ces deux équipes. C'est peut-être là où tout va jouer, même s'il leur reste chacun 3 matchs. Oui, et puis ce qu'il faut dire entre Fribourg et Zug, c'est que la confrontation directe, elle est de toute façon pour Zug. Donc même si Fribourg gagne demain, en fait, s'ils sont à égalité en fin de saison, c'est Zug qui sera devant. Donc il faut absolument que Fribourg gagne demain, parce que si Zug leur passe devant, ils auraient 1 point de plus, mais en fait ça ferait comme 2 points. Parce que si Fribourg finit à égalité, eh bien Zug sera quand même devant. Donc match importantissime entre Fribourg et Zug demain. Ça sera un vrai match de play-off. Ça sera presque comme un 7e match d'une série en fait. Ouais. Ça sera la guerre entre les deux équipes. À voir comment Christian Dubé va faire son équipe. Est-ce que Vainio va jouer? Est-ce que Kuokkanen va... Ce que j'ai vu à l'entraînement, j'ai vu passer sur Twitter là, que Vainio était out à l'entraînement, donc il était surnuméraire et c'était le retour de Kuokkanen dans la formation. Donc plutôt offensif. Exact. C'est pas... enfin, c'est intelligent parce que dans le secteur défensif à Zug, il y a plusieurs blessés. D'ailleurs, ils ont joué samedi avec Vogel en défense, le jeune Vogel, Rémi Vogel, et avec Arnaud Nussbaumer aussi. Schlumpf est blessé, Stadler aussi. Donc c'est peut-être malin là, de la part de Christian Dubé de mettre beaucoup d'impact offensif pour mettre à mal cette défense de Zug. Avec un Giannoni qui n'est pas en forme, hein. Honnêtement, samedi, c'est pas le Giannoni des dernières années. Mais tu veux pas l'affronter en play-off. Mais tu veux pas l'affronter en play-off. Mais là, on n'est pas en play-off demain. On n'est pas en play-off demain. On n'est pas en play-off. Mais peut-être qu'il va activer le mode play-off. C'est vraiment un Zug qui est prenable, même si Fribourg n'est pas au top sur ces derniers jours. C'est vraiment Fribourg va vraiment affronter un Zug prenable demain. Ben, écoute, on a la question parce que tu dis, même si Fribourg est pas en grande forme, on a la question comment expliquer ces 6 défaites de suite à la maison. C'est difficile à expliquer le pourquoi à la BCF Arena. Moi, j'ai l'impression, mon humble avis, là, j'ai pas d'informations et de toute façon, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, mais j'ai l'impression quand même que en ce moment, on joue pas avec confiance à la BCF Arena. C'est le meilleur public quand tu as de la confiance et que tout roule, mais je pense que c'est intimidant quand tu sais que tout ne va pas bien. Je pense que tu serres un peu plus la canne, tu penses peut-être un peu plus à la maison parce que tu sais que tu as une salle, une patinoire qui peut se retourner contre toi assez vite, qui peut te siffler si ça va pas. Donc, je pense qu'ils veulent éviter les erreurs. Et en jouant un match où tu penses à tout, tu veux éviter les erreurs, c'est peut-être là où tu perds ton identité. Et c'est peut-être là où Fribourg, en ce moment, est là, ben, même si les joueurs ne regardent pas vraiment ça, ils nous disent toujours on ne regarde pas le classement, on ne regarde pas c'est ci, ça. Je pense qu'ils le savent aussi qu'à Fribourg, c'est compliqué. Et peut-être que ça peut expliquer un peu la pression qu'ils se mettent eux-mêmes et qui les bloquent un peu à la maison. Ils auraient trop envie de bien faire, en fait. C'est ce que tu as exactement. Et puis là, ben, ils savent parce que Fribourg, je viens juste de regarder là, depuis le 7 janvier, c'est 6 victoires et 12 défaites. Depuis le 7 janvier, donc depuis tout près là, 2 mois, ils jouent
bien en deçà de ce qu'on peut attendre d'une équipe qui va se qualifier pour les playoffs ou qui veut se qualifier pour les playoffs. Et je pense que la pression, ils la sentent venir du coach, ils la sentent venir d'eux-mêmes, ils la sentent venir de tous les médias. Tu sais, il y a énormément de francophones aussi à Fribourg, donc ils la sentent la pression à travers les médias, à travers les gens qui leur parlent à Fribourg. Et peut-être qu'à la BCF Arena, autant quand tout roule, ça te propulse, autant quand rien ne va, ça te coule vers le fond. C'est mon humble avis. Je ne sais pas dans le vestiaire comment c'est, je ne sais pas comment expliquer leur défaite nécessairement. Les joueurs, je pense qu'ils se posent beaucoup de questions aussi, les coachs aussi. Mais moi, c'est ce que je pourrais voir de pourquoi ça va aussi mal du côté de la BCF Arena. Tu as parlé des supporters de Fribourg qui mettent peut-être la pression sur l'équipe finalement. Samedi, j'étais à Zoug. Alors pendant le match, c'est vrai que quand Zoug faisait des mauvaises passes, le public qui était en place assise, donc sur les côtés, sifflait un peu, râlait sur la performance de l'équipe. Par contre, le COP de Zoug a soutenu l'équipe tout le match et à la fin, Bien a gagné 6-3, Bien est sorti de la glace. Les joueurs de Zoug sont allés saluer le public et le public chantait comme s'ils avaient gagné pour montrer qu'ils étaient vraiment derrière l'équipe et puis qu'ils croyaient en l'équipe pour aller chercher cette 6e place. Et j'ai trouvé beau de la part des supporters parce que c'est vrai que Zoug n'a pas été génial samedi contre Bienne, il faut le dire. Mais j'ai trouvé bien qu'ils n'ont pas été sifflés par leurs supporters et que les supporters justement encouragent vraiment leur équipe. Mais demain, ça va être un gros match. Je pense on sera pas loin du guichet fermé, voire même guichet fermé à la Bossart Arena avec une grosse ambiance. Donc ça risque d'être très chaud. Mais on a la question, est-ce que Fribourg va se qualifier top 6? Est-ce que vous pensez qu'ils vont... Ils peuvent, oui. Ils peuvent, bien sûr. Ils peuvent. Ils ont les chances pour... Et ils sont dans la meilleure position possible. Ils sont devant pour l'instant. Ils ont 2 points devant. Ils sont dans la meilleure position. Ils sont chassés. C'est pas le chasseur. Exactement. Mais je pense qu'ils ont été mal payés aussi dans certaines rencontres. Je pense qu'ils n'ont pas joué de chance à certains moments. Est-ce que ça va être demain que ça va débloquer? Peut-être. Je leur souhaite. Mais en ce moment, même si Zoug a perdu 2 points hier et que ça n'a pas été un week-end facile pour les Zougois, j'ai quand même l'impression que leur expérience des 2 dernières saisons, même des 3 dernières, parce que l'année où on n'a pas eu de playoff en raison du COVID, il faut dire que cette équipe-là était première au classement. Moi, je pense que l'expérience des 3 dernières saisons, elle va peut-être se faire sentir là, dans les moments où ça compte, comme demain. Donc, ce sera difficile. On a quand même eu, Jérôme, mais on va revenir ensemble là-dessus parce qu'on a eu des questions avant le live sur notre page Instagram par rapport justement à Fribourg-Gotteron. C'est Gilles sur Instagram qui nous demande, en revenant sur le match de samedi contre Rapperswil, il nous dit « Dubé ne prend pas son temps mort alors que son groupe sombre. Ed Lund, l'entraîneur de Rapperswil, lui le prend alors que Rapi mène 5-2. Mais sentait que les Dragons revenaient, pris son temps mort, remobilisé son équipe, même s'il est en avance par 3 buts. Il demande, est-ce que c'est une erreur de coaching de Christian Dubé? Alors écoute, apparemment, Christian Dubé, il n'aime pas prendre son temps mort en milieu de match. Soit il le prend au début parce que son équipe est pas dedans, soit il le prend à la fin quand tu perds de 1 ou 2 buts. Il n'a pas pris son temps mort au milieu, mais il a changé de gardien. Donc il a... Ce qui devient une espèce de temps mort. Ça devient une espèce de temps mort parce que tu prends le temps de changer ton numéro 1 avec ton numéro 2 et pendant ce temps-là, tu peux donner des conseils à ton équipe. Donc voilà ce qu'a fait Christian Dubé. Il y a des coachs qui le font aussi. Il n'y a pas que Christian Dubé qui fait ça. Par exemple, on a vu cette année justement à Rapperswil un numéro 2 tout à coup qui a joué un shift, enfin 30 secondes. Mais le temps du changement, tu remobilises tes joueurs et tu arrives à leur donner quelques conseils. Mais des fois, c'est juste remobiliser les gars. Il n'y a pas forcément obligé de sortir l'ardoise et puis de faire de grands dessins. Tu mets une coupure, ça coupe le rythme des 2 équipes. Tu dis à tes 5 joueurs, ok, remobilisez-vous, faites une petite tactique, un jeu préparé, quelque chose comme ça. Et puis tu repars. Donc non, je ne pense pas qu'il y a eu de faute de Christian Dubé à ce moment-là, honnêtement. Je pense qu'il y a des moments... je me rappelle d'ailleurs d'un match justement à Langnau où Langnau avait joué une première période. Je pense qu'il avait mis 5 buts à Fribourg. C'est moi qui commentais avec Stéphane Rochette d'ailleurs ce match-là. Et on était surpris les deux qu'au début du match, il n'ait pas pris de temps mort. Oui, il avait changé quand même son gardien. Mais l'avantage de changer de gardien, comme par exemple dans ce match-là contre Rapperswil, au lieu de prendre le temps mort, c'est qu'en fin de match,
Si Edlund ne prend pas son temps mort et casse pas un peu le rythme de Fribourg et que Fribourg marque le 5-3 et peut-être éventuellement le 5-4, ben tu as encore ton temps mort pour la fin du match, là où tu vas vouloir sortir l'ardoise, faire les tactiques, amener le 6e joueur, dire où est-ce qu'il s'en va et tout ça. Donc, non, c'est un choix de coach. Je pense pas que dans ce match-là précis, je pense pas que c'est une erreur de coaching de la part de Dubé. Je pense juste que c'est une préférence de coaching. Mais c'est sûr que la question se pose quand on compare avec Edlund, qui a un style de coaching complètement différent, qui lui sentait que son équipe perdait peut-être un peu le contrôle. Il était peut-être trop proche du 3e but de Fribourg. Et parce qu'il y a 3 buts d'avance, parfois, les choses vont bien. Tu relâches un peu l'accélérateur. On nous dit toujours que c'est le pire score, 3 buts d'avance. 3 buts, parce que tu es confortable, mais ça se remonte. Ouais. 4 buts d'avance, c'est un peu plus compliqué à remonter. Mais 3 buts, ça revient vite. La confiance revient vite dans le camp adverse. Donc, non, lui, il a décidé de le faire. Puis, ça a tourné en sa faveur. D'ailleurs, Rapi qui a gagné 6-2 ce match-là. Il y avait une autre question de Gilles, toujours sur Instagram, qui nous demandait est-ce qu'il ne faudrait pas que Sandro Schmid retourne au centre et peut-être Valzer comme 13e attaquant? Ben, c'est la volonté à long terme de Christian Dubé de Fribourg-Gotteron de ramener d'ailleurs Sandro Schmid au centre. Oui, avec Dido sur l'aile, avec Di Domenico sur l'aile, peut-être. Non, mais il y a une rumeur. On sait que c'est officiel depuis samedi soir que Di Domenico quittera Berne à la fin de la saison. Il y a une rumeur qui dit que Di Domenico pourrait s'en aller à Fribourg. Ça serait pas un mauvais choix. Dido qui a déjà joué à Fribourg, qui a été plutôt très très bon avec les Dragons. Christian Dubé qui a su gérer Chris Di Domenico, parce qu'on sait qu'il n'a pas un caractère facile. Il faut savoir comment faire avec lui dans le vestiaire. Donc Christian Dubé a montré à Fribourg et à Chris Di Domenico qu'il savait le gérer, parce qu'on ne fait pas des performances comme a fait Chris Di Domenico sans être à l'aise. Quand Di Domenico a joué à Fribourg par rapport à l'équipe de l'année prochaine, ça sera quasiment la même équipe aussi. Donc le vestiaire connaît déjà Di Domenico. Di Domenico connaît ses coéquipiers ou ses futurs coéquipiers. Et puis on sait que l'année prochaine, Desharnais ne sera plus là, donc on cherche un centre du côté de Fribourg. Pourquoi pas re-signer Rask, qui prendrait la place de Desharnais au centre du premier bloc. Tu vas avoir besoin de toute façon d'un centre. Et puis du coup, tu peux mettre Schmidt à la place de Rask, et puis reformer cette ligne Sprunger, Schmidt, Di Domenico, qui avait fait tant de bien à Fribourg-Gotteron. Alors là, on est dans l'hypothèse. Mais la rumeur de Di Domenico à Fribourg, elle existe. Hein. Et de toute façon, c'est sûr et certain qu'à Fribourg, on y pense. Dubé le connaît, il l'a géré pendant 2 ans. Et je dis gérer parce qu'un gars comme Di Domenico, une personnalité comme Di Domenico, il faut que tu la gères. Tu sais très bien ce que tu vas avoir sur la patinoire de sa part. Des points, oui. Des pénalités aussi. Des pénalités aussi. Des pertes de puck. Des pertes de puck, des back-checks qui laissent à désirer. Et tu vas avoir des sauts d'humeur. Il faut gérer ça. Et Dubé l'a très bien fait pendant 2 ans à Fribourg. Même s'il y a eu des frasques, c'est Chris Di Domenico. Berne le savait quand ils l'ont engagé. Ça ne s'est quand même pas bien passé. Mais, et d'ailleurs, je réponds à Marc parce que on essaie de trouver des raisons dans le chat de pourquoi Fribourg a un jeu aussi inquiétant qu'on n'arrive pas à marquer. Et il y a Romain qui dit il n'y a aucun gars qui pousse l'équipe en avant comme le faisait Di Domenico. Et Marc, qui à la blague, dit 50 matchs et on parle encore de Di Domenico. On n'a pas fini d'en parler parce qu'on recommence à en parler du côté de Fribourg et à rêver à un retour de Di Domenico parce que c'est vrai que c'est un joueur qui poussait l'équipe vers l'avant. Et là, il se retrouve libre. La rumeur veut que Fribourg l'ait peut-être dans la mire. Donc, voilà, on va recommencer à en parler donc, au désespoir de Marc. Il y a un ancien entraîneur de National League qui me disait, avec Di Domenico, tu sais que pendant la saison, il va te faire perdre des matchs. Ouais. Il va perdre un puck dans les dernières secondes, dernières minutes, alors que le score est égalité, revirement, tu vas encaisser un but. Tu sais qu'il va peut-être se prendre une pénalité bête en fin de match et puis tu vas encaisser sur l'infériorité numérique. Tu dois accepter le fait que tu vas perdre des points à cause de Di Domenico, mais en contrepartie, tu sais qu'il va te faire gagner des matchs. Tu sais qu'un soir où l'équipe elle tourne pas, tout d'un coup, lui-même, il va prendre le puck, il va aller te mettre le game-winning goal, comme un peu Tom Ernest l'avait fait à Ambry. Tu sais que tout à coup, l'équipe est pas bien, il va aller mettre un monstre check qui va réveiller tout le monde. Alors il va peut-être se prendre 2 minutes ou quelque chose comme ça, mais il va mettre de l'intensité. Tu sais que tout à coup, il va aller provoquer un adversaire qui va péter un plomb et l'adversaire va écoper d'une pénalité. Et il va te gagner un jeu de puissance. Donc tu sais qu'il va te faire perdre des points, mais tu sais qu'il va t'en faire gagner. Ouais. Et il faut accepter ça. C'est que le soir où il te fait perdre des points, ma foi, tu lui dis rien, tu l'engueules pas.
Tu laisses comme ça. Lui, il est grand, il est intelligent, il sait qu'il a fait perdre des points à l'équipe ce soir-là. Tu n'as pas besoin d'en rajouter et de l'enfoncer. Et tu sais que peut-être 3 jours après, bah, c'est lui qui va te faire gagner 3 points. Et puis le samedi aussi. Voilà, c'est la balance dit Domenico. Du moment qu'il t'en fait gagner plus, qu'il t'en fait c'est perdre, ça, voilà, le joueur il mérite sa paye. C'est aussi simple que ça. C'est pas mal cette phrase, on va la noter. Midi 41, 27 février, c'est quoi ta phrase, redis? J'ai dit quoi? J'ai dit du moment qu'il t'en fait gagner plus, qu'il t'en fait perdre, il mérite sa paye. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux la garder, je te la donne. Bon, on va continuer dans le classement parce qu'on parle de Di Domenico et on parle également de Berne. Bon, on va jeter un œil quand même à ce qui se passe dans la course au pré-playoff parce qu'il y a non pas 4, mais 5 équipes qui sont encore dans la lutte au pré-playoff. Il y a Lausanne, il y a Cloton, il y a Berne et Lugano qui sont les 4 à 68 points. Et il y a Ambry à 63 points avec un match en main sur Cloton, Berne et Lugano. Les 3 sont à 50 matchs. Lausanne et Ambry ont 49 matchs de disputés. Donc, tout est encore ouvert pour les pré-playoffs entre ces 5 formations. Ça, c'est la beauté d'avoir rajouté ces pré-playoffs. C'est qu'on a des luttes, même en toute fin de saison, entre des équipes qui ne feront peut-être pas les playoffs et ça donne une très grosse lutte. Et on parle de Berne. Et lorsqu'on voit Di Domenico qui décide de résilier son contrat pour les raisons qu'on connaît, évidemment, son caractère n'a pas bien passé, n'a pas bien été géré par les Bernois, pas bien passé dans le vestiaire et tout. Je pense que ça veut dire que c'est un vestiaire. Moi, ce que je lis entre les lignes, c'est que c'est un vestiaire qui doit être un peu divisé. Il est fracturé, et c'est un vestiaire qui n'est pas en santé et ça se sent et ça se perçoit dans le jeu du CP Berne qui est sur 4 défaites consécutives. Et cette équipe-là aurait dû, avec tout le talent qu'elle a et tous les joueurs qu'elle a, se battre non pas pour une place en play-playoff, mais pour une place en play-off. Et là, ben, ils sont au cœur d'une place en pré-playoff et on n'est vraiment pas certain de les voir en pré-playoff de la façon qu'ils jouent. Il faut rappeler qu'ils ont perdu contre Ajoie pas plus tard que samedi. Là. Écoute, moi j'ai commenté quelques fois Berne sur les dernières semaines et j'ai eu cette impression à chaque fois, j'ai l'impression que chaque ligne est une équipe en fait. T'as pas une équipe de 4 lignes, t'as 4 équipes de Berne en fait. Chaque ligne qui va sur là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'interaction entre les lignes. Tu vois Fribourg jouer, tu vois que c'est une équipe, les gens ils s'encouragent quand tu te croises entre le bloc qui sort et le bloc qui entre, tu vois qu'il y a une interaction entre les joueurs, il y en a qui se tapent les cannes dans les jambières, tu vois qu'il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'à Bienne, il n'y a pas ça. Comme s'il y avait 4 équipes différentes. Il n'y a pas une homogénéité. Et je pense que le vestiaire est fracturé. Ouais. Moi, je pense qu'il y a ceux qui sont peut-être pro-Di Domenico d'un côté, puis pas Di Domenico de l'autre, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça se passe pas super bien du côté de Berne. Et Berne qui est en danger, parce qu'imagine que Berne ne fasse même pas les pré-playoffs. Ça serait quand même une catastrophe. Quand même. Pour tout ce qu'on a investi, parce que on l'avait dit, les années COVID ont réduit un peu les dépenses. Et on fait venir des juniors. Exactement. C'est ce pour développer tout ça, on utilise ça parce qu'il n'y a pas de relégation. Et quand la relégation reprend, ben, on investit, on se relance. Une patinoire pleine, on veut retrouver le haut du championnat. On veut redevenir le CP Berne avec ses lettres de noblesse. Et finalement, ben, c'est pas ça qui se passe cette saison. Pas. J'aime bien le commentaire de Ludovic qui dit Söderholm n'a pas l'air de rendre épanoui ses leaders. Dommage parce que le CP Berne avait un début de saison intéressant. J'ai bien aimé également le commentaire de Julien qui nous dit Di Domenico va aller à Bienne. Je pense qu'il apprécie bien Yannick Radgeb. Ah bah il est allé au vestiaire avec lui. Hein. Ouais, c'est peut-être ça qu'il lui disait. Fais attention à ce que tu fais l'an prochain, on va jouer ensemble. On va jouer ensemble, ouais. Peut-être, non, mais c'est... Non, mais c'est... Et Julien qui rajoute, ils ont quand même des sacrés flops, notamment Sven Berchi. Moi, Sven Berchi, j'ai l'impression qu'il est venu ici pour une paye et pas pour jouer. Il n'est pas impliqué, je trouve. Décevant, très décevant. Ouais, et c'est sûr que quand on voit un joueur avec un ancien choix de première ronde, NHL, un joueur qui a de l'expérience NHL, qui a joué longtemps en Amérique du Nord et tout, on s'attend à voir le sauveur, le ça grand va être le joueur. leader de l'équipe. Moi, je voyais ça comme ça. Exactement, on l'a tous vu comme ça, on l'a tous perçu comme ça. Oh, Sven Berchi qui s'en va à Berne. Avec toutes les autres additions, on se disait, mais ça va être un spectacle. Et au final, on ne l'a pas vu. Et c'est sûr que c'est beaucoup de flops, beaucoup de déceptions du côté du CP Berne. On va évidemment parler de Lausanne également dans cette course au pré-playoff. En ce moment, Lausanne est 8e. On l'a dit, c'est en raison du match en main qu'ils ont sur leurs adversaires à 68 points. C'est pourquoi ils sont 8e.
Mais ils jouent demain, mardi, contre Ambri Piotta. Non, demain contre Rapperswil. Contre Rapperswil, Ils ont joué contre Ambri hier. C'est vrai. Ils jouent contre Rapperswil mardi, ils vont à Bienne jeudi et ils reçoivent Zouk samedi. Lausanne qui reste sur 3 victoires la semaine passée. 10 victoires lors de leurs 12 derniers matchs. Blanchissage à Davos avec Lorikainen qui a été très bon dans les buts. Et puis c'est 2 victoires très importantes contre Cloton au tir au but et contre Ambri. Lausanne qui était sous pression, il faut vraiment le dire. Ils ont eu là contre Cloton et Ambri, c'est quasiment des matchs 7 de série. Ils sont allés les gagner, même s'ils se sont fait peur. Et contre les 2 matchs, ils se sont fait peur. Ils gagnaient 3-0 contre Ambri, Ambri qui est revenu à 3-2. Mais là, on sent de la stabilité à Lausanne. J'ai l'impression que le coach a trouvé ses lignes. Ouais, on garde le même effectif. Les 3 matchs la semaine passée, c'est le même effectif. C'est Kovacs et Panik qui sont surnuméraires. C'est Lorikainen dans les buts. Et c'est pas pour être méchant contre Ivar Sponenov, loin de là, qui a quand même fait une bonne saison. Moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Qui a fait une bonne saison. Mais je trouve que Lorikainen, à Davos, notamment, j'ai commenté le match, il a fait les arrêts que peut-être Pounenov aurait pas fait. Où il a bloqué le puck en un temps, alors que Pounenov aurait peut-être laissé le rebond. Je me souviens qu'il fait 2 gros arrêts, Lorikainen, c'est comme Van Pottelberg samedi. S'il encaisse, on aurait dit c'est un but normal. Et je me demande si Pounenov, cette année, c'est peut-être les arrêts qu'il n'a pas fait. Parce que sur les matchs que j'ai vus de Lausanne, Pounenov, il a pas de boulette. Pas trop. Les buts qu'il prend, c'est des buts normaux qu'on prend. Puis les arrêts qu'il fait, c'est des arrêts normaux. Il n'y a pas ce big save, il n'y a pas cet arrêt clé. Alors que Lorikainen, il y a ce big save, il y a cet arrêt clé, il y a ces rebonds qu'il ne laisse pas. J'ai l'impression qu'il donne plus de confiance à son équipe, Lorikainen. C'est difficile à décrire parce que moi, Pounenov, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup aussi. Mais... Il a joué dans des mauvaises équipes, mais quand tu regardes ses statistiques, c'est un gars qui arrête beaucoup de rondelles. Oui, bien sûr. Et en début de saison, quand je le voyais garder les buts à Lausanne, début de saison, même presque toute la saison, je sentais, de un, il jouait toujours avec des retards au score. Donc, si tu concèdes le premier but, mais... Des erreurs pour un gardien, ça arrive. Des pas que tu vois pas, ça arrive. Mais jamais tu joues avec une confortable avance. Et lorsque tu as des rares avances, devant toi, il n'y a pas de confiance. Les gars perdent des pas et créent des revirements. Et là, il faut que tu te surpenses à chaque arrêt. Puis finalement, tu te fais surprendre. Puis tu perds le match. J'avais d'ailleurs commenté un match que Lausanne avait perdu 1-0 contre Cloton. C'était un duel de gardien incroyable. Et Pounenov, ça avait été magique. C'est un très, très bon gardien. Mais c'est vrai que depuis que Lorikainen est là, cette équipe a commencé petit à petit à se refaire un peu de confiance et ils nous font un Lausanne, la même chose qu'ils ont fait la saison dernière. Première moitié de saison atroce et là, ils se reprennent limite pour passer en pré-playoff et avec en ce moment la confiance qu'ils ont, là, c'est 4 victoires consécutives, avec la confiance qu'ils ont, je ne serais pas surpris qu'ils finissent 8e, mais devant les autres, qui se rapprochent peut-être même d'un Fribourg ou d'un Zug. Ça serait compliqué pour eux de passer devant, là, disons-le. Il faudrait qu'ils remportent tous les matchs et je pense même avec la confrontation de demain entre Fribourg et Zug, ça élimine un peu Lausanne du top 6. Mais j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là est en mission, mais j'ai encore un gros bémol. Je ne suis pas certain que ça va se poursuivre de la musique d'avenir, mais s'ils font les pré-playoffs, peut-être qu'ils vont passer les pré-playoffs, mais je pense qu'ils vont se faire rattraper éventuellement parce que oui, ils réussissent à gagner des matchs, mais c'est quand même une équipe fragile. Tu vois, hier, ils avaient une avance de 3-0, concèdent 2 buts, se font rattraper à 3-2, réussissent ce qu'ils ne faisaient pas au début, de garder quand même cette victoire-là, d'empocher les 3 points, mais reste que c'est encore limite à Lausanne. C'est une bonne nouvelle que ça reprenne, qu'ils jouent avec confiance, qu'ils gagnent des matchs, mais c'est très limite. C'est très limite. À noter que sur les 10 derniers matchs, c'est Lausanne qui sera en tête du classement avec 23 points sur 30. C'est énorme. C'est la meilleure équipe du moment, le LHC. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui nous a rappelé, c'est Julien, la fameuse phrase de Stéphane, c'est pas comment, c'est combien. Oui, et en ce moment, c'est exactement le mot d'ordre à Lausanne. Et les playoffs, c'est ça. Et les playoffs, c'est ça aussi. Il faut gagner ton match, point. C'est shift après shift, période après période, il faut juste trouver une façon d'aller gagner. Et Lausanne a trouvé cette façon. Et c'est pourquoi je pense sincèrement qu'ils vont faire partie des pré-playoffs. Et je me souviens très bien, il y a peut-être à peine un mois,
J'étais avec Régis ici à Overtime. Et on parlait peut-être d'un play-out contre Ajoie, ouais. Ouais, le commentaire, c'était... il y avait un de nos followers qui nous disait pour Lausanne, il faut arrêter de parler de pré-playoff. Cette équipe-là ne fera pas les pré-playoffs. C'est une fin de saison des play-outs assurés. J'étais d'accord avec ce commentaire. Eh bien, ils m'ont fait mentir. Comme quoi... Vive le sport! Non, mais c'est vrai, le sport, Ils nous ont fait du Lausanne. C'est ça. Et ils sont dans une course au pré-playoff contre une équipe de Cloton qui a grandement perdu en efficacité. On voit quand même qu'ils se font rattraper. Peut-être ils ont joué au-dessus de ce qu'on les voyait jouer. Ils ont surpris tout le monde pendant une bonne partie de la saison. Et je pense que tout le monde s'est un peu adapté, que ce soit à Jonathan Hank, que ce soit à certains éléments clés de cette équipe-là. Et je pense que le manque de profondeur de Cloton a fini par les rattraper. Ils sont sur une pente descendante. T'as Berne qui est sur une pente descendante depuis trop longtemps. T'as Lugano qui essaie de se débattre, d'éviter la noyade. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas. Puis Ambry qui, ça semble être trop peu trop tard. Donc Lausanne est vraiment dans une bonne position pour cette lutte au pré-playoff. Et ça promet pour la prochaine semaine. Ouais, on a déjà dit le calendrier de Lausanne hein, pour cette semaine. Tu as dit Rapperswil demain? Oui, jeudi à Bienne, samedi contre Zug. Ça peut être un match très intéressant samedi contre Zug parce que Lausanne pourrait lutter pour une place en pré-playoff et en même temps Zug pour la 6e place. Donc peut-être deux équipes qui luttent pour la 7e place. Pour la 7e, ouais. Ça donc, peut être l'adversaire en pré-playoff. Vraiment très intéressant. Mais ce sont quand même 3 duels hyper difficiles pour Lausanne parce que là, tu affrontes Rapperswil qui est bien installé en 3e place, qui veut aller chercher cette 3e place. T'as Bienne ensuite qui est en lutte pour la première et t'as Zug qui est en lutte avec un peu tout le monde. Donc, bonne préparation pour les pré-playoffs. Exactement. ça donne déjà... ils savent que c'est la semaine la plus importante de la saison pour le LHC. Donc, ça promet pour cette semaine. Et le pire des scénarios pour le Tessin, ce serait que les deux équipes terminent 11e et 12e. En ce moment, Lugano et Ambry sont 11e et 12e. Ce serait une catastrophe de voir ces deux équipes-là fin de saison. Ambry, on pouvait s'y attendre. Mais Lugano, du côté de Lugano, les médias là-bas, je pense, ne seront pas tendres envers le HC Lugano. Ben, on va continuer. On va aller tout en bas de ce classement qu'on a remis à l'écran. Pour aller voir le HC Ajoie. Le HC Ajoie qui est confirmé d'une place en play-out depuis très longtemps, est en attente de son futur adversaire. Le HC Ajoie qui réussit quand même de bons résultats dernièrement. 2 victoires de suite. C'est 5 victoires lors de leurs 7 derniers matchs. Et là, ben, ça va jouer entre Langnau ou Ambry. Ce sont les deux équipes qui peuvent toujours, je dirais pas aspirer à... Terminer avant dernier. Terminer avant dernier. Ouais, voilà. C'est les deux équipes qui sont sur la corde raide et qui pourraient participer à la série de play-out. Ambry est à 63 points en 49 matchs joués. Langnau à 60 points en 50 matchs joués. Donc seulement 3 points 3 points entre les deux formations. Mais Ambry a un match en main. Je serais curieux de voir quel... Je ne sais pas si Ajoie a un favori. Évidemment, ils ne diront pas. Là. Mais c'était quand même... Le match contre Langnau, c'était quand même un match baromètre là, pour cette éventuelle série de play-out. Et on sentait quand même un Langnau dominateur de ce match. Mais Ajoie qui réussit quand même à trouver une façon de gagner. Je pense que ça envoie un message que même si Ajoie a retrouvé un peu ce qui faisait leur force en début de saison, même si on se fait dominer, on va quand même peut-être trouver une façon d'aller chercher une victoire. Alors tu sais, premièrement, je pense que Ajoie, ils vont pas le dire, mais je pense qu'ils sont contents que l'adversaire, c'est soit Ambry, soit Langnau. Que ce soit pas Lausanne. Que ce soit pas Lausanne, ni Lugano, ni Berne. Parce que ça aurait pu à un moment donné. Hein. On pensait que ça a été peut-être contre Lausanne. Il y avait Lugano aussi qui était dans cette course au play-out. Et puis là, ça sera de sûr Ambry ou Langnau. Donc je pense que ça rassure Ajoie, d'autant plus que contre ces deux équipes, Ajoie a la confrontation directe pour elle. Parce que les Jurassiens mènent 3-1 contre Langnau cette saison et 3-1 contre Ambry. Donc ça envoie aussi un message. Parce que quand tu devras aller jouer contre Ajoie en sachant que sur 4 matchs, tu as été battu 3 fois, même si tu as dominé, même si tu as eu plus de tirs cadrés, même si tu as été meilleur dans le jeu, tu as quand même perdu 3 fois. Que ça soit en 60 minutes ou prolongation ou penalty, c'est égal. Mais tu as quand même perdu 3 fois contre Ajoie. Ouais.
Donc dans la tête des joueurs, ça peut peut-être changer. Et puis un HCA qui a gagné 2 fois ce week-end, hein, qui a battu Langnau 1-0, qui allait gagner à Berne. Et je crois même que c'est la première fois de l'histoire du HCA que Ajoie gagne à Berne en National League, en Liga. Donc un HCA qui est plutôt pas mal là, sur les derniers matchs, qui a même joué sans Hazen et De Vos. Alors ils n'ont pas gagné parce que De Vos et Hazen n'étaient pas là. Mais ça prouve qu'ils sont capables d'aller chercher quand même une victoire sans leurs deux leaders. Même si leurs deux leaders sont pas là, ils peuvent gagner. Ça donne aussi des solutions à Julien Vauclair, qui pourrait dire je suis pas obligé de tout le temps les faire jouer. Si je sens qu'ils sont un petit peu fatigués, qu'ils sont un petit peu touchés, je pourrais dire un match ils le font pas et puis on les laisse à la maison, ils se reposent. Donc ça donne aussi des options à Julien Vauclair. Ça donne surtout de la motivation aux Jurassiens qui sont capables. Parce que si tu arrives à gagner à Berne, tu peux gagner une série contre Ambry, tu peux gagner une série contre Langnau. Un HCA qui joue jeudi à la maison contre Fribourg, samedi à Genève. Et c'est clairement 2 matchs encore 2 matchs de préparation pour les play-outs. Ouais. Et il y a Thomas qui nous dit dans le chat, certains joueurs ont dit au quotidien jurassien qu'ils préféraient effectivement Langnau. Ça m'a fait un peu... Ça se dit pas. Mais ça peut se dire. Mais... Moi, je les ai commentés à Davos et j'ai eu exactement la même discussion et on m'a dit exactement la même chose. Mais, et là, je le dis ouvertement parce que oui, c'est sorti dans le quotidien jurassien. Si Langnau affronte Ajoie en pré-playoff, c'est sûr et certain que cet article-là il est affiché dans le vestiaire. Est affiché dans le vestiaire. C'est clair. Ce sera une source de motivation. Et je l'aurais jamais dit comme ça si ça n'avait pas paru avant dans le quotidien jurassien. Et j'ai trouvé surprenant que le quotidien jurassien sorte ce commentaire que les joueurs préféraient Langnau à Lausanne ou aux autres équipes. Parce que justement, tu donnes une motivation gratuite à l'équipe adverse. Mais bon, c'est sûr et certain qu'Ajoie peut affronter, mais même Ambry ou Langnau, ce sont 2 équipes, ce sont 3 équipes, sans dire qu'elles sont au même niveau. Ce sont les 3 équipes probablement les plus pauvres, entre guillemets. Je vais mettre entre guillemets parce que pauvres. Les moins riches. Les moins riches du championnat. Et qu'ils ont 3 équipes qu'on pourrait avoir un bon spectacle. Il n'y aura pas de domination complète. Tu n'affrontes pas un Berne, tu n'affrontes pas... quoi qu'en même temps, je dis Berne, mais ils ont quand même battu. Mais un Lugano, par exemple, avec des grosses vedettes, tout ça. Là, ça pourrait être quand même une bonne série de play-out entre Langnau et Ajoie. Une série bien disputée. Donc, non... Ça va être intéressant même pour la fin du classement. Et Ajoie ne peut jouer que les troubles fêtes et eux, ça leur donne une bonne préparation. Tu l'as dit, Fribourg et Genève. Genève a toujours eu de la difficulté contre Ajoie depuis 2 saisons. Et Fribourg sont en lutte pour les playoffs. Donc Ajoie ne peut que jouer les troubles fêtes et espérer en sortir vainqueur et mieux préparé pour la série de play-out qui va suivre. Faut pas oublier qu'il va y avoir une semaine entre la série de play-out parce qu'évidemment, la série de play-out commence au moment où les play-offs commencent. Donc, Ajoie et éventuellement Langnau-Ambry vont avoir également une semaine de congé. Ça va aider justement parce que, Philippe Michael Devos n'a pas joué ce week-end. C'est en raison du coup qu'il a reçu justement à Davos. Coup à la tête, ce serait au niveau des cervicales. Je pense qu'on ne veut pas prendre de chance niveau commotion non plus et ça lui donne une semaine de repos de plus. Moi, personnellement, à voir où est Ajoie en ce moment, connaissant le niveau d'entraînement de Philippe Michael Devos, son professionnalisme, honnêtement, je ne le ferais juste pas jouer, même si lui va vouloir jouer. Ah, lui voudra jouer. Je prendrais juste pas de chance pour qu'il soit à 110% pour la série de play-out parce que ça va être l'élément clé de cette série de play-out. Évidemment, c'est le leader du HC Ajoie depuis tellement longtemps. Avec les gardiens aussi, parce que les gardiens, Tchatcho a et joué Wolf. Un très fort match. Et Wolf aussi, ils sont en feu là. Oui. Là, ils sont en feu et ça va peut-être être compliqué pour Julien Vauclair de justement donner un numéro 1. Est-ce que tu commences tes play-outs avec Tchatcho ou avec Wolf? Alors en début de saison, c'était clairement Wolf numéro 1, Tchatcho numéro 2. Mais là, Damiano Tchatcho, il fait des matchs absolument extraordinaires. Des arrêts de dingue. Non, mais on peut appeler ça comme ça. Patrice qui nous dit qu'on ne prenne pas le français à Langnau de toute façon. Non, mais Google Translate, ça sert assez bien. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui parle les 2 langues dans l'équipe à Langnau et c'est sûr et certain que c'est venu aux oreilles des joueurs. C'est tellement un petit monde que... Ah oui, de toute façon. Mais en parlant de Wolf et Tchatcho, pour Julien Vauclair, il y aura peut-être je ne vais pas dire un dilemme, mais un
un heureux choix à faire là. Est-ce que tu commences avec Wolf? Est-ce que tu commences avec Je pense que t'as pas avec le choix. Tchatcho, Ouais. c'est- Je pense que tu n'as pas le choix de faire un peu comme Abienne. T'en mets un? Oui, mais Tant que tu je gagnes, pense tu que ça va être continues. Tim Wolf. C'est le premier gardien depuis quoi, 3-4 ans à Oui, oui, Ajoie. mais Et depuis qu'ils sont montés, c'est le gardien du HC Ajoie. Je pense qu'on va y aller avec Wolf. Mais au moins, Tchatcho, ses performances, ses dernières performances incroyable. montrent quand même qu'il est capable oh, oui. d'arriver avec de la pression, avec un score serré et de signer une victoire. Blanchissage pour lui contre Blanchissage Langnau. en plus, le premier de la saison pour Ajoie, le premier pour lui avec Ajoie également. Donc non, ça a été quand même un bon week-end très encourageant. Encore une fois avec un Guillaume Asselin qui avait le maillot de top scorer et le casque top scorer qui était impliqué comme à son habitude, toujours à la recherche d'un contrat pour la prochaine saison, toujours avec ses 17 buts. On lui a finalement enlevé le but et on l'a donné à Fabio Arnold, le 1-0 contre Langnau. Ça avait dévié sur le défenseur et non pas sur lui. Mais donc, non, c'est une équipe, encore une fois, TJ Brennan, qui, quand on regarde ses statistiques, on se dit qu'il joue avec la pire équipe de la Ligue. Et qu'il a des statistiques comme défenseur qui sont incroyables. Là. C'est quoi, une quinzaine de buts, je crois qu'il a. Grosse signature hein, pour Ajoie. Et on a réussi à le À prolonger. plonger, ouais. Mais... Ça, c'était hyper important. Donc, non, ça promet même dans le fond du classement, même dans la cave, comme on dit Vous dites comme ça au chez vous? Québec. Ouais, la Ah, ils sont cave. dans la cave. Ils ok. sont dans la cave. C'est le sous-sol. Oui, oui. Voilà. Donc, Je sais ce que c'est une cave, Jonathan, merci. je sais plus. Tu sais plus. Je sais plus. Tu sais plus si c'est une expression que de chez toi ou si on le dit aussi Non, chez nous. ça, je me suis fait prendre une fois, je ne le refais plus. Comme on dit chez nous, mais on le dit aussi ici. Voilà, c'est ça. Non, pour la petite histoire, j'étais en studio, puis bref, je dis une expression, et je dis comme on dit chez nous, et j'entends dans mon oreillette, on le dit ici aussi. Donc, Voilà. j'ai arrêté de dire ça, voilà. Ben, écoute, Jérôme, ça fait le tour, et ça met évidemment en lumière les matchs de la semaine. Il y a 3 matchs prévus demain. Il n'y aura pas d'entourage studio pour ces 3 rencontres, mais vous pourrez évidemment les suivre sur MySports. Je crois que c'est 1, 2, 3. Et également sur notre application. Les résumés vont être également disponibles sur notre application dans la soirée. Et il y aura studio jeudi et samedi. Donc, pas de match vendredi. Les matchs sont décalés à jeudi. 2 soirées complètes à 7 matchs. Toutes les équipes vont être à 50 matchs donc, pour entamer ces 2 dernières journées Ça du va être championnat. très chaud Et- à tous les étages. Exactement, parce que tout ce qu'on vient... On vient de passer 1 heure à parler du classement et des différentes luttes. Ces luttes-là vont être encore bien présentes pour les matchs de jeudi et samedi. Donc, ça promet pour cette fin de saison de National League. Et ensuite, ben, évidemment, on se met en mode pré-playoff. Donc, pour nous aussi, ça va être les pré-playoffs. Oui, ça On va va être se cette préparer playoff. pour les playoffs. Et ben, évidemment, tout ça sera à suivre sur MySports, évidemment, tous les matchs. Toutes les séries, l'entièreté sur MySports. Jérôme, merci beaucoup pour cette dernière heure d'Overtime. Toujours un plaisir de le faire avec Ouais, toi. ouais, c'est toujours sympa. Et merci également à vous dans le chat. Vous avez été nombreux à discuter, à donner vos opinions, toujours dans le respect. C'est très apprécié. Et je vous le rappelle, notre émission est à voir en rediffusion au cours de l'après-midi sur nos différentes plateformes. Et je vous donne évidemment rendez-vous. Je crois que c'est lundi prochain, si je ne me trompe pas. Ouais, parce que les pré-playoffs commencent mardi, si je ne me trompe pas. Donc, lundi prochain pour le prochain Overtime, où il sera question évidemment des confrontations de pré-playoffs. Donc, une autre très belle discussion à avoir la semaine prochaine. Sur ce, passez une excellente semaine sur MySports. Ne manquez pas de hockey. Il y en a pour vous, pour tous les goûts. Et sinon, bonne journée. Bye bye. Bonne journée, bye bye.